Salut à toutes, salut à tous, ici Boris pour Rue du Jeu. Je suis à nouveau avec David Javet, collègue, docteur qui nous vient de Suisse, qui réfléchit beaucoup au game design, qui donne des cours notamment là-dessus. Et on vient de jouer, on va vous faire un retour à chaud, on vient de jouer au match du siècle de Paolo Mori, un jeu que j'avais découvert à Essen, qu'on avait adoré avec Benjamin, c'était le coup de cœur de Benjamin du salon. On avait adoré ce que notre partie nous avait fait ressentir en fait, et là on va parler un petit peu de ça. On vient de faire une partie et on va discuter à la fois de ce qu'on pense du jeu, mais aussi du lien entre mécanique et thématique. C'est un jeu qui cherche vraiment à nous faire ressentir des choses par sa proposition mécanique, et qui n'a pas du tout choisi son thème au hasard. C'est un thème historique vraiment très circonscrit, quoi. C'est donc une copie presse de Gilly-Camic. Je les ai contactés pour recevoir le jeu parce que vraiment il m'avait beaucoup plu et que j'avais envie de faire une vidéo à son sujet. Qu'est-ce que t'en as pensé toi à chaud après une partie? Moi à chaud je trouve que c'est très solide, hein. Bon après c'est Paolo Mori, donc on a l'habitude aussi de propositions. Ici il a l'air vraiment de savoir ce qu'il fait. J'aime beaucoup, il y a toute une mécanique effectivement de tug of war, enfin de tir à la corde, ouais, c'est ça, qu'on retrouve déjà dans Blitzkrieg, hein, qu'il mobilise déjà dans Blitzkrieg, que j'aime beaucoup. Et donc il aime bien cette mécanique pour créer cet effet dans le 1 contre 1, justement de tension un peu, qui crée quelque chose qui arrive assez bien à faire représenter en fait la lutte psychologique qu'il essaye de mettre en scène ici, puisque c'est surtout ça, hein. On joue une lutte psychologique entre deux joueurs c'est ça, donc le match du siècle met en scène en fait l'affrontement entre Spassky et Fischer. Spassky étant le champion en titre, c'est le rôle que j'incarnais dans la partie, donc il est un petit peu plus à l'aise, il est un petit peu plus constant, il y a une légère asymétrie, il gagne plus vite des cartes, il refait plus vite sa main, etc. Et Fischer, Kalaniak, qui arrive, il a direct cette carte en main parce qu'il a confiance. Et ça a mis un moment à ce que ça clique et que je comprenne qu'il faille que je joue justement un peu plus le challenger, justement un peu plus agressif, et faire des coups un peu plus audacieux peut-être aussi. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec les échecs d'un point de vue mécanique. Non. C'est un jeu de cartes un peu à la Watergate, on pourrait dire. Watergate de Matthias Kramer, qui est aussi un jeu de cartes avec une thématique historique, une asymétrie, les journalistes contre Nixon. Mais pour moi, la comparaison a ses limites, parce qu'ici, on a quand même, dans une façon de jouer, on est beaucoup plus... on sent qu'on est chacun joueur d'échecs et qu'on s'affronte sur un même jeu, en fait. Là, Watergate, on joue aussi des cartes, mais Nixon a des informations que les journalistes n'ont pas, etc. Ici, on est plus à jeu ouvert, et surtout, on va être vraiment sur presque un tournoi d'échecs. C'est un match, mais un match important, donc qui se joue dans une série de parties. On va voir comment on tient sur la durée. Et il y a cette notion d'échange, comme on jouerait des sets dans un match de tennis ou quoi, où il va falloir ne pas s'essouffler. Parce que vous avez votre main de cartes et il y a beaucoup de gestion de main. Il y a une gestion de la piste de santé mentale sur le plateau. Et donc, on va alterner entre jouer les blancs et jouer les noirs. Et les cartes ont deux côtés. Donc, quand vous êtes blanc, vous jouez côté blanc. Quand vous êtes noir, vous retournez vos cartes et vous jouez côté noir. Et vous alternez toujours entre les deux. T'as eu un petit effet waouh, hein, la première fois que t'as retourné ta main de carte. Ouais, clairement. Il y a eu vraiment l'effet du « Ah, waouh, ok, super ». J'aurais pu penser à tout ça. C'est ça. J'aurais pu penser à anticiper, à peut-être pas sortir des cartes de ma main qui, en fait, avaient des effets intéressants en dessous. Le moment où on retourne, tout à coup, c'est toute une nouvelle ouverture stratégique en fait qui se présente à nous, et effectivement ça c'est très très riche. Et c'est vrai, dans ce que tu disais, je pense que le mot-clé c'est cette idée d'essoufflement. Moi je parlerai aussi d'attrition. Il y a vraiment une gestion un peu. C'est pour ça que cette idée un peu du tir à la corde, on la retrouve visuellement à plein d'endroits, mais aussi émotionnellement en fait à plein de niveaux dans la manière dont le jeu il se déploie. On a visuellement effectivement un pion qui se déplace, qui va venir tantôt de ton côté, tantôt du mien, et en même temps j'ai l'impression qu'au niveau du souffle, quoi, au niveau de la vitesse et de l'intensité des actions, il y a aussi cette dimension là où des fois on doit un peu être en retrait pour un peu charger et puis après pouvoir rendre notre énergie. Donc je trouve très fort comme il arrive à déployer cette sensation d'attrition, d'essoufflement à différents niveaux en fait, à la fois sur le plateau mais aussi sur la manière dont les échanges ont lieu en fait. Oui, parce que un peu comme dans Blitzkrieg où tu as différents théâtres d'opérations sur lesquels jouer, là tu as différentes zones du plateau qui vont avoir plus ou moins de valeur pour le tir à la corde de ton côté, et notamment celle qui vous donne 4 points d'un coup.
va vous faire aussi perdre 1 de santé mentale. De santé mentale, ouais. Et quand vous êtes bas en santé mentale, vous vous sentez un peu acculé au fond du trou. Ça s'appelle santé mentale dans le jeu ou t'appelles ça santé mentale parce que c'est un terme que ça s'appelle, je vais vérifier. Ça s'appelle effectivement endurance mentale, on vient de vérifier, et c'est plus pertinent parce que c'est ce côté de... Ok, je dois enchaîner plein de parties d'échecs, il y a ma concentration qui est en jeu. Santé par rapport à endurance, ça fait quand même toute la différence. Hein. Donc endurance, il y a cette idée d'effectivement endurance, attrition, essoufflement, et donc on voit qu'ils savent bien ce qu'ils font. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, quand tu gagnes un échange qui va te mettre bien, derrière, ça veut dire que c'est un échange qui a été éprouvant. Donc, tu perds 1 d'endurance mentale, et si t'es bas en endurance mentale, tu vas commencer avec moins de points, ton adversaire va en avoir plus, t'auras moins de cartes en main. Et il y a cette notion de gestion de main et de gestion du deck aussi qui est très intéressante, parce que les decks ne font que 16 cartes en réalité. Ce qui est très cool, parce que tu peux très vite t'approprier les effets des cartes. En même temps, comme elles sont doubles, il y a quand même 32 donc ça tourne vite, différentes. ça tourne beaucoup, au niveau des... Enfin, très vite, en fait, on acquiert, effectivement. Oui, c'est ça. Et le jeu est très ouvert dans les possibilités qu'il te donne, parce que t'as le droit, en fin d'échange, de défausser autant de cartes que tu veux. T'as le droit de repiocher jusqu'à ta limite, mais tu peux choisir de ne pas piocher aussi. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu ferais ça ? Parce que quand tu dois remélanger ton deck, tu perds à nouveau 1 d'endurance mentale. Voilà, c'est vraiment ta ressource principale, en fait. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons d'en perdre, il y a peu de façons d'en regagner, ça va se faire par des effets de cartes, et donc, t'as eu un moment, un sentiment de te dire... Waouh, comment est-ce que je vais faire pour remonter la pente ? J'attendais un peu, qu'est-ce que je disais ? J'attendais la carapace bleue un peu de Mario Kart qui permet à celui qui est vraiment... J'avais peur, parce qu'il y a vraiment des effets boule de neige, quoi. Des cascades, en fait, où tout à coup, on se laisse complètement dépasser. J'avais mon endurance mentale qui était très bas, et je me suis dit, mais elle est où la carapace bleue ? Enfin, et tout à coup, il a vraiment fallu, là, pour le coup, que je fasse le challenger et que je prenne des très grands risques en te laissant énormément d'ouverture. Mais pour le coup, en fait, venir te taper là où ça faisait mal pour essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et donc, ça a donné une fin de partie où on était revenu à cette tension entre les deux. Donc, effectivement, elle existe, elle est là. Bon, j'en doutais pas, on est quand même chez un auteur qui sait ce qu'il fait. Mais voilà, donc là aussi, en termes d'émotion, ça crée vraiment quelque chose. J'ai dû aussi accepter d'arrêter de me considérer que dans des logiques un peu d'essayer d'avoir un petit peu de points par-ci, un petit peu de points par-là, mais d'ouvrir ma garde à un certain endroit pour venir frapper ailleurs, quoi. La dualité aussi qui est intéressante, c'est que les cartes ont à la fois une force et un effet, et que si tu gagnes l'échange et que tu prends des points dans le tir à la corde de ton côté, tu ne fais pas l'effet. Et l'autre fait l'effet, le perdant. Et ça, on retrouvait ça dans Raptor, un jeu de Bruno Catala et de Bruno Feduti, où c'est pareil, en fait, l'effet de la carte 8, tu ne vas le déclencher que si ton adversaire joue un 9 en face, et donc l'effet est très fort, mais tu vas le déclencher pas souvent. Là, la différence, c'est que, contrairement à ce que tu pensais au début quand je t'expliquais les règles, on joue les cartes face visible. Et ça change tout. Parce que tu peux vraiment... à la fois, t'es bien quand t'as l'initiative, parce que c'est toi qui décides dans quel théâtre d'opération pour poursuivre la comparaison avec Blitzkrieg tu veux jouer. Donc est-ce que tu veux que l'enjeu du match soit gagner 4 points ou gagner 1 point ? Mais en même temps, c'est l'autre qui peut réagir et qui peut décider d'activer un effet ou de prendre l'échange, parce qu'on a aussi des petits pions pour augmenter la valeur de nos cartes. C'est très fort, mais ça fait que la personne qui joue en deuxième, en fait, elle choisit de perdre pour activer son effet, ou elle choisit de gagner. Donc on est vraiment dans quand même quelque chose qui est très de l'ordre du... d'ailleurs, c'est intéressant, hein, l'arrière des cartes, on voit vraiment les joueurs historiques qui sont dans cette posture un peu en train de réfléchir. Donc là aussi, thématiquement, il y a cette idée d'essayer de nous mettre dans une position où on est quand même au contrôle de ce qu'on fait. Si on perd, c'est limite quand même un peu nous qui décidons de perdre là pour gagner ailleurs, même si des fois il y a un peu les aléas des tirages des cartes et des pouvoirs qu'on a, mais voilà, il y a une vraie agentivité, il y a un vrai contrôle sur les choix, sur l'effet qu'on a sur le système, et ça c'est vraiment très riche, quoi. Donc pour moi, en tout cas, suite à cette partie, c'est un grand oui, quoi. Dans le lien entre mécanique et thématique, il y a des trucs remarquables. Comment est-ce que tu fais, par exemple, pour regagner de la santé mentale ? C'est un truc que tu demandais. Il y a notamment des cartes qui te proposent d'abandonner la partie. C'est ça. Donc tu concèdes un point à ton adversaire, mais avec le pari tu vas remonter en santé mentale, et lui, à l'inverse, va en perdre, et tu vas revenir. Tu vas faire un comeback, quoi. Un truc Eye of the Tiger, il y a cette idée Rocky. Un peu, j'abandonne, je me lève, ça fait et très... du coup, mon cerveau respire, ça, je me ressource, et c'est vraiment ça, parce qu'en plus, tu vas regagner autant de santé mentale que d'échanges encore non résolus. Donc si tu choisis tout de suite de dire j'abandonne, celle-là elle est pas pour moi, t'as un nouveau souffle
Et ça fait penser à Bestiole de guerre. Bestiole en guerre, ouais. Bestiole en guerre. Tu peux abandonner la partie, ouais, tout à fait. Oui, il y a un côté aussi comme ça. Hein, ces jeux de cartes qu'on aime beaucoup, d'affrontements, mais assez minimalistes, avec peu de cartes différentes et pas mal de finesse dans la gestion de main. Mais ici, moi, ce qui me frappe, et ce qu'on ne retrouve pas, je trouve, dans Bestiole en guerre, le jeu, je trouve, nous fait ressentir les moments où on est en confiance. Et à l'inverse, quand tu sens que tu commences à perdre pied, voilà, moi jusqu'au dernier moment, je menais, et puis jusqu'au dernier moment, je me suis dit, oula, ça va être la dégringolade, parce qu'il y a eu ce twist où tu as réussi à toi remonter en endurance mentale, moi à descendre. Ouais, c'est super, comme ça crée vraiment des... Parce que le but aussi est quand même si effectivement ça parle plus de personnes qui jouent à des matchs d'échecs, mais il doit quand même y avoir aussi cette sensation d'imaginer qu'on est spectateur d'une partie d'échecs, tout à coup il y a un coup particulier qui a été fait, tout le monde est là, oh, qu'est-ce que c'est incroyable ce coup, retournement de situation, et le jeu arrive aussi quand même à créer ça, un peu ce moment où t'es en confiance, tu joues une carte forte et tout à coup moi, tu t'y attends pas, boum, j'accepte d'abandonner la partie, mais je te fais un effet super puissant qui renverse le truc, et tout à coup, même je pouvais le voir presque sur ton visage, et c'est ça qui est beau aussi quand même dans ces jeux de duel, hein, tout à coup, la petite façade de confiance qui commence à s'effriter. Ouais, c'est ça. Oula, parce que c'est 4 points de santé mentale qui descendent d'un coup, parce que boum, et même chose toi aussi au début où tu m'as fait vraiment un coup très puissant qui t'a... On est vraiment sur des effets en cascade, quoi. Il faut aller chercher ces moments de retournement, permanent, puisque ça change tout le temps qui a l'initiative, ça change à chaque round qui joue les blancs, qui joue les noirs, donc t'es constamment en train de réinventer, comme dans un match d'échecs où tu as une stratégie, mais il y a aussi un aspect tactique. Tu planifies ce que peut faire l'autre, mais tu dois aussi constamment réagir, je pense. Enfin, je suis pas un très grand joueur d'échecs. Mais je pense qu'il faut trouver vraiment les super coups. Tu vois, par rapport à, par exemple, si on essayait de représenter de la boxe, où là, le but, on est plus dans des échanges de coups réguliers, puis essayer de mettre la pression, de maintenir la pression. Là, il y a cette idée de se stabiliser et tout à coup repérer vraiment la faille où on vient mettre vraiment le coup très puissant qui permet de renverser. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu de tempo, quoi. Vraiment sentir ce tempo et savoir où, à quel moment jouer et trouver le bon coup. Et là, en termes d'émotion, ça génère, effectivement, je pense quelque chose de similaire à quand on regarde tout à coup un plateau de jeu et on se dit, oula, ok, ça, il n'a pas vu ça. Et tout à coup, pac, on bouge le pion au bon endroit. Et la partie est retournée comme ça. C'est ça. Et si vous aimez les jeux thématiques, franchement, ça s'impose. Hein. Alors, évidemment, c'est pas le thème le plus sexy du monde. Et la confusion vient peut-être aussi du matériel qui reprend vraiment les échecs, où on va dire, ok, mais c'est un jeu sur les échecs. C'est particulier comment ça prend le parti pris dans le matériel, dans l'esthétique, d'imposer très fort les échecs. Et on parle parfois de thème plaqué dans le jeu de société. Là, il n'y a aucun monde où c'est pas ce thème-là qui... Enfin, c'est trop précis, en fait. Ou alors, c'est une respiration en plusieurs temps. C'est-à-dire, d'abord, il y a des idées... Peut-être Paolo Mori revient à cette idée du tirage de cordes. Il commence à tester des choses. Tout à coup, il a cette idée du thème qui débarque, du match d'échecs. Et puis le match d'échecs vient nourrir les mécaniques et cette idée des cartes dans les deux sens, etc. Et c'est parfois quelque chose qui est rare, hein, vraiment les mécaniques qui nous font ressentir le thème. Oui, on parle souvent dans le... Alors c'est plus un modèle qui nous vient du jeu vidéo, hein, c'est le modèle MDA, mécanique, dynamique, esthétique. Donc esthétique, faut pas penser visuel, c'est plus l'émotion esthétique, où les mécaniques, c'est vraiment les pièces qu'on actionne. La dynamique, c'est la manière dont les joueurs-joueuses vont interagir avec ces éléments, et l'esthétique, c'est le niveau émotionnel, c'est comment l'interaction avec ces éléments produit en fait une émotion particulière. Et là, on voit que vraiment l'approche esthétique amène presque à cette posture-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'arrière de cette carte, où le but, c'est vraiment de provoquer cette émotion-là, cette posture de corps-là, cette posture de jeu-là, réflexion, mais aussi un peu confrontation. C'est évidemment un jeu où il faut jouer en face à face, en vis-à-vis. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne maîtrise à tous les niveaux, en fait, avec des mécaniques qui sont claires, propres, vite expliquées et qui créent des beaux effets. Des dynamiques, on a énormément de possibilités de dynamique pour jouer avec le système, et l'esthétique que ça produit, c'est cette sensation d'agentivité, hein, de contrôle du système, et des fois de perte de contrôle ou de regain de contrôle. Tout à fait. C'est très complexe, je pense, pour un auteur d'arriver à cette sensation-là, ce phénomène-là. C'est pas un truc de débutant que tu peux arriver à faire dans ton premier jeu, à mon avis, ou alors il faut vraiment un alignement des planètes. Et moi, ça m'a évoqué aussi
A Few Acres of Snow de Martin Wallace, qui est un jeu de deck building asymétrique, voilà, que je place dans mon top 50, que j'aime vraiment beaucoup, notamment pour ce lien entre mécanique et thématique. Donc on joue les Français et les Anglais lors de la guerre au Québec. Et il y a un truc dans l'utilisation de la mécanique de deck building, tu ressens toute la logistique de la guerre, et là aussi il y a une notion d'essoufflement. Si tu commences à prendre plein de zones, plein d'avant-postes à plein d'endroits, etc., bah, tes troupes sont dispersées, ça se représente par le fait que tu as des cartes dans ton deck qui servent un peu à rien, parce que tu as des bleds un peu paumés, et la carte elle sert à que dalle. Aussi quand tu es dans un siège militaire, donc il y a un siège qui peut durer sur plusieurs tours, parce que là aussi c'est du tir à la corde, littéralement, tu mets de la force militaire, ta carte, tu vas la mettre non pas dans une défausse où je joue l'effet, tu vas la mettre dans une zone dédiée à ce siège, et donc tant que le siège est en cours, qu'il n'est pas résolu, la carte est en dehors de ton deck, ce qui peut t'arranger ou ne pas t'arranger, mais c'est tes forces militaires qui sont mobilisées dans cette zone, tant que ton adversaire ne dit pas « Ok, j'arrête là les frais » ou à l'inverse, que toi tu décides d'abandonner, bah, tes cartes sont emprisonnées dans ce conflit. Et ça c'est vraiment très très fort, quoi, parce que il y a utilisé le deck building, qui est une mécanique vraiment vue et revue, qu'on voit toutes les sauces, et là le prendre d'une façon où vraiment il n'y a pas une autre mécanique qui aurait pu mieux te faire ressentir ce que ça peut être de gérer une guerre à grande échelle, avec la dispersion des troupes, avec le fait qu'elles soient mobilisées quelque part et donc elles sont plus dans ton jeu. Et là aussi avec une logique d'attrition, quoi, un peu d'essoufflement. Oui, tout à fait. Alors là, on est sur un jeu beaucoup plus long, hein, les parties peuvent durer 2h30, 3 heures, mais ici, match du siècle, on est plus sur une demi-heure, 3/4 d'heure, mais on a quand même une durée de partie suffisamment longue pour ressentir cette notion d'essoufflement ou de comeback à l'inverse, etc. Donc je trouve ça très très fort. Moi, l'exemple auquel je pense en t'écoutant, bon, c'est vraiment un de mes jeux de cœur, hein, c'est vraiment un des jeux que j'adore, Fog of Love, qui a eu une traduction française il n'y a pas longtemps, qui pendant très longtemps était uniquement en anglais, et qui est en fait un jeu, un simulateur de relations amoureuses. Vraiment, là aussi, c'est un jeu comme pour le match du siècle, on va jouer alors pour le coup sur autre chose, c'est pas une confrontation, l'idée c'est de construire un peu ensemble une relation amoureuse et de raconter ses aléas, mais le jeu... En fait, dit comme ça, on a l'impression que c'est un jeu de rôle, ou que ça fonctionnera en jeu de rôle, mais en réalité, il y a vraiment l'idée d'utiliser le langage du jeu de société avec des ressources, avec des jetons qu'on met à gauche à droite, des calculs et autres, pour aussi donner un aspect, en tout cas formuler un aspect assez intéressant des relations amoureuses, où on est tout le temps en train de faire des concessions, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on abandonne à l'autre, comment est-ce qu'on arrive à concilier entre nos exigences individuelles et personnelles. Et là c'est un coopératif, non ? Alors, mais ça peut vriller en compétitif, parce que l'autre ne sait jamais quel est notre objectif de vie. Est-ce qu'on a envie d'avoir une relation entre partenaires égaux, ou est-ce qu'on a envie au contraire d'avoir une relation de dominant, ou est-ce qu'on a déjà prévu de rompre avec l'autre, mais l'autre ne le sait pas encore, puisqu'il y a des éléments qui sont cachés et des éléments qui sont révélés. Et je pense à une mécanique qui fonctionne, que moi je trouve très touchante, et qui montre l'intelligence du jeu, mais il y en a plein d'autres, hein. Je suis vraiment fan de ce jeu, je pourrais en parler plus longtemps, mais au moment où on construit son personnage au début, les deux premières choses qu'on sélectionne, c'est notre travail, et puis nos caractéristiques intérieures, donc si on est une personne jalouse, ou si on est une personne passionnée et autres, et ça c'est des choses qui ne sont pas montrées à l'autre, donc l'autre ne sait pas encore... En gros, le fond de notre personnalité, il n'a pas encore perçu si on joue quelqu'un de jaloux ou pas, comme dans une relation, c'est quelque chose qui se découvre petit à petit, ou peut-être qu'on ne découvrira jamais. Et puis, il y a la troisième étape, c'est l'autre sélectionne parmi 5 cartes des critères d'apparence, ou des choses qui l'ont marqué chez l'autre. Donc par exemple, bien habillé, ou charismatique, ou qui nettoie souvent ses lunettes, ou des beaux yeux, ou un téléphone portable vieux, ou voilà. Et en fait, ces choses-là sont, en gros, au moment où on les donne à l'autre, on dit voilà ce que j'ai remarqué chez toi. Et donc en fait, ça construit déjà ce truc intéressant. Dans une relation amoureuse, en gros, c'est pas nous-mêmes qui choisissons nos caractères d'apparence physique. Ça crée un petit roleplay. Ça crée déjà un roleplay, c'est quelque chose qu'on offre à l'autre, et surtout, ça indique aussi que, en gros, construire une relation, c'est aussi un regard qu'on porte sur l'autre, en fait. C'est aussi comment on voit l'autre, qu'est-ce qui nous plaît chez l'autre. Et donc, c'est aussi... Donc, déjà, rien qu'avec ce geste-là, le fait que ce soit nous qui sélectionnons des critères d'apparence physique qui, chez l'autre, nous ont marqué ou nous ont plu, eh ben, il y a déjà quelque chose qui se construit. En gros, le jeu, la mécanique, nous exprime déjà ce qu'elle a envie de construire thématiquement, c'est-à-dire ce jeu, effectivement,
je te révèle des choses sur toi, ou je t'offre aussi des choses sur toi, et on construit tout de suite quelque chose ensemble. Et ça, c'est très fort. C'est un jeu qui a laissé pas mal de monde sur le carreau, je crois. Moi, j'y ai pas joué personnellement, mais j'ai vu des reviews de gens qui sont complètement passés à côté. Parce que ce qui fait que j'en suis fou amoureux, parce que c'est une proposition. Alors, c'est vrai qu'on parle mécanique thématique. C'est audacieux. Le match du siècle, c'est aussi audacieux. Enfin, il y aurait plein d'autres manières aussi. Ça peut aussi laisser des gens sur le carreau. Tout à coup, ils voient la boîte, ils se disent oh là là, un plateau d'échecs. J'ai pas envie de rejouer éternellement aux échecs. Je connais déjà le jeu et autres. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un jeu d'échecs. Donc oui, je pense que pour avoir une thématique, pour aller chercher une émotion qui est une émotion particulière, et on retrouve ça dans tous les jeux, aussi les jeux vidéo et autres, il faut prendre aussi des fois le risque de ne pas être dans vous jouez des gobelins qui vont dans la montagne, quoi, ou qui vont attaquer le château, ou des paysans qui récoltent des champs, puis boum, on a des petites ressources. Enfin, des trucs vus et revus, un peu tristounets et autres. Moi, je pense par exemple aussi à Mage Knight, qui là aussi peut perdre des gens, mais qui en même temps a sa communauté folle et autres. Et moi, je trouve qu'effectivement, il y a aussi quelque chose de fascinant, parce que c'est un jeu où on peut brûler des monastères, on peut assiéger des citadelles, on peut faire vraiment des choses crasseuses. Et c'est parce qu'en fait, Vlaada Chvátil a réalisé que sa mécanique, ou peut-être qu'il a voulu, que sa mécanique était qu'une mécanique de l'accumulation de puissance, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il décide par exemple qu'au moment, c'est un jeu de deck building, au moment où on prend une carte dans le marché pour augmenter son deck, plutôt que de faire le truc habituel de la mettre dans la défausse, et donc la carte qu'on a achetée va être mélangée et revenir peut-être 3-4 tours après, là on la met au-dessus du deck. Ouais. Et ça dit déjà quelque chose. Immédiatement, si on brûle un monastère et qu'on récupère un artefact dans ce monastère, on y a tout de suite accès, on a tout de suite cette sensation d'augmentation de puissance, parce que c'est ça qu'il a envie de travailler à travers son jeu. Tout est force de sens, quoi. Et c'est pas juste posé comme ça. Ouais, et moi je suis pas quelqu'un qui suis très attaché à la thématique. Un de mes auteurs préférés, c'est Stéphane Feld, où les thèmes sont complètement interchangeables, et c'est la mécanique qui prime. Mais quand je suis face à des propositions comme ça, où vraiment, à la fois, il y a une qualité mécanique et je comprends le lien avec le thème, c'est indéniablement un gros truc en plus, quoi. Et je peux me contenter de jeux qui sont purement mécaniques. Par exemple, j'aime aussi beaucoup les jeux abstraits. Si non seulement la mécanique me convainc, me titille, m'excite, et qu'en plus, je comprends le lien qu'elle a avec le thème, là, c'est la crème de la crème. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du cocktail, quoi. Si tout à coup, non seulement le jeu nous touche, on accède à certaines émotions, puis après on réalise que, en réalité, dans le narrative design et dans ce que l'envie de transmettre, enfin, qu'il y a une maîtrise, en fait. Ça donne encore plus cette sensation de waouh. Ok, il y a une maîtrise mécanique, dynamique, esthétique, quoi. Et qu'on a vraiment quelque chose qui est maîtrisé un geste de A à Z, artistique, un geste artistique. Et là, en termes d'artisanat et de construction de jeux de société ou de jeux en général, moi je trouve que ça fait un effet waouh qui est encore plus intense, en fait. Une fois que ça marche, mais évidemment c'est une prise de risque. Des fois c'est un peu collé là au milieu, ou c'est stupide, ou alors au contraire c'est fait de manière maladroite. Ouais, c'est un équilibre qui est délicat. Ouais, c'est ça, ouais. Ça me fait aussi penser à Earthbound Rangers, que je suis en train aussi un peu de faire tourner, où alors là, on va encore plus loin, parce que c'est un jeu qu'on peut enterrer dans le sol, parce qu'il y a une dimension éco-responsable, donc c'est un jeu avec des encres qui sont pas nocives. On peut vraiment prendre la boîte, l'enterrer dans son jardin, et il y a rien qui va... Enfin voilà, elle va se décomposer naturellement. Alors que pourtant, c'est un jeu qui s'inscrit dans le modèle économique des jeux de cartes évolutives. Qui était un modèle ultra-capitaliste. Qui est probablement un peu plus problématique, ouais. qui te fait cracher de la thune pour avoir des extensions tous les 3 mois. Parce qu'ils viennent de Edge, de Fantasy Flight, donc ils viennent du Arcane Horror, du card game Arcane Horror, alors là qui est par définition effectivement un modèle super consumériste et autres. Et là, voilà, ils essayent aussi d'exprimer à travers leur mécanique l'action que peuvent avoir les humains sur les écosystèmes, sur les biotopes, et donc on a beaucoup de mécanismes en fait où on va prendre des prédateurs, on va les retirer de leur écosystème, donc ça pose des problèmes par rapport aux proies qui restent. Et comme c'est narratif, tu vois les conséquences de tes actes. Exactement, on voit les conséquences de ces actes, et donc voilà, eux, leur objectif c'est vraiment de nous faire ressentir l'action humaine ou nos actions sur la nature, et comment ça peut déséquilibrer ou rééquilibrer tout ça, et en soi voilà, c'est audacieux. C'est vrai que moi j'ai tendance, mais c'est la même chose aussi dans les autres produits que je consomme, littérature, cinéma, à aimer l'audace. Même si ça marche pas, j'aime qu'on expérimente, en fait. Bien sûr c'est très beau, Stéphane Feld qui est propre, qui est vraiment... Il n'y a rien qui dépasse, le système il est enfin voilà, là c'est plus être fan de quelqu'un qui fait une belle table, quoi. C'est l'artisanat de la waouh, elle est belle, elle est propre, bien équilibrée et autres. Mais c'est vrai que des fois on a besoin des gens qui font des chaises un peu farfelues, des meubles un peu dans tous les sens et autres. Match du siècle, super, quoi. Pour moi, vous pouvez, en tout cas si ça vous parle, je pense que c'est vraiment une proposition qui est entière, qui est forte.
comme beaucoup les propositions de Paolo Mori, et donc ça donne envie d'y rejouer, ça donne envie effectivement d'arriver à ce stade un peu de maîtrise, que nous auquel on n'est peut-être pas forcément arrivé. Tu ressens déjà ces sensations dont on parle dès la première partie. Ouais. Nous, on l'a vraiment ressenti. En plus, on était sur le salon, explication de règles, approximatives, etc. Je blâme pas les animateurs animatrices, ils font ce qu'ils peuvent dans ce contexte hyper crevant. Ouais. Mais dès la découverte, tu ressens tout le potentiel. Donc moi j'ai fait 2 parties, je suis toujours convaincu, toi 1, et on verra sur le long terme effectivement si le jeu reste dans la ludothèque ou pas, et vous le verrez ou pas dans les prochaines vidéos, mais a priori c'est quelque chose qu'on recommande tout simplement parce qu'il sort du lot. Ouais, c'est ça, dans le tout venant des nouveautés, dans tous ces jeux qui, oui, ont des bonnes idées mécaniques, mais qui ont un thème plaqué, ou à l'inverse, il y a des illustrations magnifiques, mais la mécanique ne suit pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ici, on a un bon alliage des deux, quoi. Ça veut pas dire que ça plaira à tout le monde, mais en tout cas, c'est une proposition qui mérite qu'on se penche dessus. Oui, j'invite aux gens vraiment de juste aussi s'ouvrir à qu'est-ce que le jeu nous fait éprouver, en fait. Qu'est-ce qui nous fait éprouver, comment ça se lie justement à sa thématique, et je pense que la proposition est suffisamment forte pour que vraiment il y ait une bonne maîtrise de ça, quoi. Ça nous dit beaucoup sur ce qu'on peut aussi construire à travers le jeu de société aussi. Parce qu'une fois qu'on arrive à faire des game design assez fins, et puis on arrive à être au contrôle autant qu'auteur des sensations et des émotions qu'on arrive à faire naître chez les gens, c'est là qu'on peut aussi commencer à aborder des thèmes peut-être un petit peu plus touchy, ou un petit peu plus précis, plus originaux, plus pointus, et nous amener effectivement vers de nouvelles émotions, quoi. C'est comme ça qu'on fera évoluer le médium. Ah bah oui, non, c'est clair. C'est par cette exploration-là. Et je pense que c'est un jeu qui veut explorer, en tout cas. Merci David pour la partie, et puis pour ton expertise, ton avis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Jouez bien par chez vous. Ciao. Ciao, ciao.